En Palestine, les familles manquent cruellement d'eau et de nourriture. Depuis le début de la crise, le Programme alimentaire mondial est sur le terrain à Gaza et en Cisjordanie pour fournir une aide humanitaire et alimentaire vitale. À l'appel de l'association France-Palestine Solidarité de Lyon et également de 11 organisations associatives, syndicales et politiques qui nous soutiennent à chaque fois lors de chaque rassemblement que l'on organise depuis le 7 octobre, depuis le début du génocide toujours en cours à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. Donc aujourd'hui, cela va bientôt faire 5 mois. On va y revenir et on a l'honneur aujourd'hui de recevoir 2 députés, donc Sabrina Sebahi, députée écologiste des Hauts-de-Seine, et Thomas Porte, député insoumis de Seine-Saint-Denis. On excuse Soumia Bourrois, députée communiste de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas pu venir au dernier moment puisqu'elle est revenue en circonscription. Mais elle nous a laissé un message. Donc on a l'honneur de vous accueillir parce que vous revenez d'une mission parlementaire internationale aux portes de Rafah, en Égypte, au sud de la bande de Gaza. Et c'était important pour nous de vous inviter pour que vous puissiez témoigner de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu. Vous livrez aussi votre analyse de la situation et des perspectives aussi politiques que l'on peut envisager. Donc on est rassemblés là actuellement, place du Palais de Justice, une place on ne peut plus symbolique pour le combat, la cause palestinienne. Et on a décidé aujourd'hui, on y reviendra un petit peu plus tard, de rebaptiser cette place de Palestine. Juste après le rassemblement, on vous invitera à vous rendre rue Joubert, à la Maison de l'écologie, pour pouvoir approfondir un petit peu les témoignages de Sabrina et Thomas qui reviennent de Rafah. Donc comme je le disais, cela fait bientôt 5 mois qu'un génocide est en cours à Gaza, depuis le 7 octobre. Ce sont 29 514 Palestiniennes et Palestiniens qui ont été assassinés par l'armée israélienne terroriste. Et parmi ces presque 30 000 morts, 12 660 enfants. Et oui, Gaza est l'endroit le plus dangereux du monde, selon le porte-parole de l'UNICEF. Plus de 70 000 blessés, plus de 7 000 personnes portées disparues, dont les corps sont ensevelis sous les décombres. À Gaza, ce sont 2 millions de personnes qui ont été déportées depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, 1,5 million de Palestiniens sont entassés dans ce camp de concentration qui est Rafah, au sud de la bande de Gaza. On a tous en tête ces images d'enfants qui dorment dans la boue. On a tous en tête ces images de familles qui font la queue pendant des heures pour espérer remplir leur marmite d'un petit peu de soupe. Ces familles, ces enfants qui ramassent par terre de la farine pour fabriquer un peu de pain avec un mélange d'herbe, d'eau. On a tous également en tête ces images de citoyens fanatiques israéliens qui bloquent les convois humanitaires à l'entrée de Gaza. Et en Cisjordanie, comme partout en Palestine, l'apartheid se poursuit et s'intensifie. 405 Palestiniens assassinés en Cisjordanie par les colons sans foi ni loi et l'armée criminelle israélienne, et plus de 4000 blessés. L'oppression est à son comble en Palestine. Plus de 7000 arrestations depuis le 7 octobre. 10 000 prisonniers politiques palestiniens croupissent dans les prisons israéliennes et vivent la torture, le viol.
Aujourd'hui, la Cour internationale de justice met de nouveau l'oppression des Palestiniens sur le devant de l'actualité. À la demande de l'Assemblée générale des Nations unies, elle doit aujourd'hui statuer sur la légalité de l'occupation prolongée du territoire palestinien par Israël. C'est l'occasion de rappeler que tout n'a pas commencé le 7 octobre, contrairement à ce que veulent nous faire croire les grands médias mainstream. Il y a 4 dates clés à retenir pour comprendre le calvaire des Palestiniens. 1917, 1948, 1967, 2007. Depuis plus de 100 ans, 106 ans exactement, depuis la déclaration Balfour en 1917, la souveraineté de leurs terres est niée aux Palestiniens par les puissances coloniales de l'époque, Royaume-Uni, la France, qui sont octroyés le pouvoir d'offrir en partage un territoire qui ne leur appartenait pas. Et cette négation de la souveraineté et des droits nationaux des Palestiniens dure encore aujourd'hui. Cela fait 76 ans que des centaines de milliers de Palestiniens, près d'1 million de Palestiniens, ont été chassés de leurs terres au moment de la création de l'État d'Israël en 1948. Et aujourd'hui, des millions de leurs descendants vivent un éternel statut de réfugiés, alors qu'ils ont pourtant le droit, reconnu internationalement, le droit de retourner chez eux sur leurs terres. Droit qui leur est encore une fois bafoué par la puissance occupante israélienne. Troisième date, 1967, la guerre des 6 jours. Cela fait maintenant 57 années que le peuple palestinien vit la colonisation, le peuplement, le nettoyage ethnique, l'annexion. 57 ans. On n'est plus dans une occupation temporaire, on est dans une annexion de facto. Et ce qui caractérise cette occupation, c'est la violence. Les mesures de répression constantes, les agressions, les assassinats, les emprisonnements arbitraires, le soutien aux colons dans les violences qu'ils exercent en toute impunité à l'encontre des Palestiniens vivant sous occupation militaire. Depuis 2007, le début du blocus de Gaza. Cet embargo terrestre, maritime, aérien est une punition collective imposée par Israël aux Palestiniens depuis 17 ans en violation du droit international. Gaza est un véritable ghetto, un ghetto qui dure depuis 17 ans. Et après de nombreux épisodes de guerre contre Gaza depuis 17 ans, l'horreur atteint son paroxysme depuis le 7 octobre pour le peuple palestinien, le génocide. Un génocide rendu possible par l'invisibilisation, la déshumanisation des Palestiniens, par la négation de leurs droits et de leur existence en tant que peuple, par l'instauration de ce régime d'apartheid. Car pour faire aboutir son projet colonial qui s'appelle le sionisme, Israël a mis en place un régime de domination et d'oppression à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble, un régime qui correspond en tout point à la définition en droit de ce qu'est l'apartheid. Un génocide rendu possible par l'impunité que les grandes puissances offrent à Israël depuis des décennies. En toute logique, de crime de guerre en crime contre l'humanité, Israël a glissé sans jamais en être empêché vers le crime de génocide. Le 26 février, cela fera un mois que la Cour internationale de justice aura ordonné à Israël d'assurer la protection des civils à Gaza et de faciliter l'acheminement d'aide humanitaire. Mais depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Poursuite et intensification des bombardements et des déplacements forcés, Rafah menacée d'une offensive militaire sans précédent, famine, manque d'eau, impossibilité d'apporter ses soins. Un mois que les États signataires comme la France, États signataires de la Convention contre le risque de génocide, qui ont le devoir de tout faire pour l'empêcher et qui ont l'obligation d'appliquer les ordonnances de la Cour internationale de la justice, eh bien un mois qu'ils n'ont rien fait, se rendant ainsi complices du génocide en cours. Les sanctions à appliquer immédiatement à l'encontre d'Israël ne manquent pas, ce serait possible. D'ailleurs, il suffirait de calquer ce qui a été fait contre la Russie dès le début de la guerre en Ukraine. C'est possible, mais non. Pire, certains continuent à livrer des armes à Israël et deviennent ainsi les acteurs de ce génocide. Combien de dizaines de milliers de morts, de destruction, quel niveau de souffrance, de famine, quel niveau d'horreur dans le quotidien de centaines de milliers d'enfants vous faut-il, Monsieur Macron, Monsieur Séjourné, ministre des Affaires étrangères, pour agir? C'est absolument insupportable. Voilà bientôt 5 mois que les peuples du monde entier, comme nous aujourd'hui, se réunissent, clament leur solidarité avec le peuple palestinien, hurlent leur indignation et exigent la fin de ces crimes monstrueux. 5
5 mois qu'on exige un cessez-le-feu. Et 5 mois qu'après un soutien inconditionnel à Israël, notre gouvernement ne fait rien pour arrêter ces crimes, à part quelques rares protestations. Ils savent pourtant que les paroles n'ont aucun pouvoir sur Israël et son Premier ministre, et ça, c'est pas une nouveauté. Est-ce qu'ils vont enfin se décider à agir? C'est l'humanité tout entière qu'Israël assassine en ce moment, et ils les regardent faire. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça s'arrête. Le génocide en cours, les horreurs. Nous avons malheureusement pris l'habitude à chaque rassemblement, en mémoire à tous ces morts, enfants, femmes, hommes, jeunes hommes, jeunes filles, jeunes femmes, vieils hommes, vieilles filles, n'importe, à tous, de leur rendre hommage. Et nous vous proposons une minute de silence pour la Palestine. On va donc inviter Thomas Porte et Sabrina Sebahi à s'exprimer. Vous y étiez. Pour continuer avec les autorisations à maintenir ces mobilisations. Nous sommes, ça a été rappelé, quasiment 5 mois après le début d'une opération militaire qui était dans les cartons de l'armée israélienne depuis plusieurs années. Les chiffres, il faut toujours les rappeler, parce que c'est aujourd'hui 210 Palestiniens et Palestiniens qui sont tués par jour, 9 par heure, un peu toutes les 6 minutes. Voilà le bilan de l'armée israélienne depuis l'offensive qui a démarré au matin du 8 octobre. Ce qui se passe là-bas est absolument inédit au début du XXIe siècle. Les chiffres sont sidérants. Le nombre, par exemple, on en parle peu souvent, mais c'est en France, mais de journalistes qui ont été assassinés par l'armée israélienne ce matin. Un journaliste palestinien a été tué, sa maison a été bombardée, sa femme et ses enfants ont aussi été tués. C'est 213 journalistes palestiniens qui sont morts, assassinés par l'armée israélienne depuis le début de l'offensive. C'est la première fois sur un tel conflit qu'on a un tel niveau de violence à l'égard des journalistes. Et cela ne doit rien au hasard. C'est la volonté de l'État israélien de massacrer une population sans image, sans son, et pour effacer toutes les preuves suite à la procédure lancée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Moi, je vais insister sur notre responsabilité, sur l'importance de continuer à se mobiliser aujourd'hui. Parce que tu l'as rappelé, bientôt il va y avoir le rapport présenté par Israël devant la Cour internationale de justice pour dire ce qu'il a fait depuis un mois, s'il a mis en place des mesures conservatoires. On aurait dû voir une armée et un État sur le reculoir, baisser d'intensité, baisser le niveau des opérations militaires. Or, Israël est toujours à l'offensive. Israël multiplie les opérations militaires et la menace imminente d'une offensive sur Rafah est toujours là. Rafah, c'est aujourd'hui 20% du territoire de la bande de Gaza, où 80% de la population est réunie. Il y a 1,3 million de personnes qui sont entassées sur quelques milliers de kilomètres carrés, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans duvet, sans aucun accès aux soins, et qui sont à la merci, chaque minute, d'être tués par une bombe ou par des snipers israéliens. C'est important, ce genre de mobilisation, pour rappeler qu'en France, il y a d'autres voies que le soutien inconditionnel de la présidente de l'Assemblée nationale, que le soutien inconditionnel d'une partie de la majorité, que le silence assourdissant du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui se fait de mots, mais n'a aucun acte concret pour faire cesser le massacre en cours à Gaza. Nous n'avons plus le temps aujourd'hui d'avoir des déclarations, il faut des actes, et des actes très forts. Là aussi, tu l'as dit, l'arsenal juridique à destination de la France, de l'Europe, pour imposer à Israël de cesser l'offensive militaire existe. Il n'y a rien à inventer. Toutes les sanctions sont dans le droit international, sont y compris dans le droit national français. Moi, je vais insister sur 2 types de sanctions. Une qui est passée sous silence en France, c'est la question de la livraison d'armes.
À l'heure où on se parle, nous ne savons pas aujourd'hui quel est le niveau de livraison française à l'État israélien. Il y a eu un aveu du ministre Séjourné qui a été auditionné, qui a dit « Je viendrai vers vous avec le détail de ce que nous livrons à Israël ». Donc la France aujourd'hui, au moment où on se rend ensemble ici, continue de livrer des armes à l'État israélien, continue d'avoir une coopération militaire avec l'État israélien. Et nous refusons d'être complices du génocide en acceptant que l'État français livre des armes qui demain seront dans les mains de militaires israéliens qui vont se mettre en scène sur les réseaux et se féliciter d'avoir assassiné des femmes, des enfants, des civils, vont être dans leur maison, prendre leurs vêtements, aller voler y compris leur vaisselle pour ramener dans leur maison en Israël. Ça c'est absolument inacceptable et la France aujourd'hui a les moyens de décréter un embargo sur les armes et de stopper la livraison d'armes à l'État israélien et au-delà la coopération militaire parce que la France se retranche derrière ce qu'on appelle le double usage, c'est-à-dire des armes qui pourraient servir soit à un usage défensif, mais la France n'a évidemment aucun moyen de vérifier, soit à un usage civil. Et en vérité, la livraison de drones, par exemple, est un outil utilisé par l'État israélien pour cibler les journalistes et contrôler la population palestinienne et planifier des opérations militaires. Et enfin, les sanctions économiques. C'est aujourd'hui une des armes qui permettra de ramener ce gouvernement d'extrême droite à la raison, qui aujourd'hui est en roue libre. Les déclarations des dernières 48 heures sont extrêmement préoccupantes. Nous avons des ministres du gouvernement de Netanyahou qui affirment publiquement que tant qu'ils seront membres de ce gouvernement, il n'y aura pas d'État palestinien. Que tant qu'ils seront au gouvernement, il n'y aura pas de paix et que leur objectif est l'éradication intégrale du peuple palestinien. Il faut aujourd'hui que la France décrète aussi des sanctions économiques contre l'État israélien. La question du boycott des produits qui viennent des colonies est posée sur la table. Là aussi, une directive européenne existe. Elle peut être transposée immédiatement dans le droit national pour faire en sorte qu'on boycotte les produits qui viennent des colonies israéliennes. Encore une fois, merci de cette mobilisation. Il faut continuer partout à se mobiliser parce que notre silence ne nous rendra jamais complices de ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et c'est aussi un message à destination de celles et ceux qui passent leur journée à nous calomnier sur les plateaux télé, à nous traiter de tous les noms, à nous menacer. Jamais nous ne baisserons les yeux. Jamais nous ne cesserons de défendre le peuple palestinien. Jamais nous ne cesserons de porter la question de la paix, du respect du droit international, parce que nous sommes ici du bon côté de l'histoire, du côté de l'humanité, du côté de celles et ceux qui sont aujourd'hui massacrés par une armée coloniale qui commet un génocide sous le regard complice des gouvernements français et européens et du monde entier qui sont aux abonnés absents et qui porteront une lourde responsabilité dans l'histoire. Donc merci à vous et on continue la mobilisation. Remercier la FPS et les organisations qui ont fait cet appel. Alors vous savez, aujourd'hui et demain, il y a plusieurs mobilisations à travers la France. Donc à Paris, je sais qu'à Nanterre, demain, il y a quelque chose. Enfin voilà. Et c'est important de se mobiliser parce que pour la première fois de l'histoire, nous avons un peuple qui filme en direct son propre génocide. Et on a eu l'occasion de rencontrer des médecins qui rentraient justement de Gaza et ils nous ont dit en fait qu'il y avait une demande très précise des Gazaouis qui était celle de faire connaître leur histoire, de les rendre humains finalement, parce que ça a été dit, on a, depuis le début de ce conflit, on a déshumanisé totalement les Palestiniens, on ne leur donne pas de nom, on n'explique pas pourquoi ils meurent, et on assiste impuissant finalement à une opération médiatique qui est vraiment un deux poids, deux mesures totales, et je pense que tout le monde a pu le constater. Donc c'est important de faire savoir ce qui se passe, de transférer à un maximum de personnes ces mobilisations, et de vraiment faire connaître le massacre qui est en cours à Gaza. La deuxième chose, et ça a été dit, aujourd'hui on a un gouvernement, en tout cas la France, qui est incapable de nous expliquer en quoi consiste sa coopération militaire avec ce gouvernement israélien. On a posé la question au ministre des Affaires étrangères. La première réponse a été de dire nous fournissons, mais ce sont des armes non létales. Alors moi je ne sais pas ce que c'est qu'une arme non létale, peut-être qu'ils nous l'expliqueront un peu plus tard. Puis ensuite ça a été, en fait on fournit... c'est résiduel, ce qu'on fournit au gouvernement israélien, mais ils n'ont pas les chiffres. Moi, je vais vous en donner quelques-uns. Depuis 2017, la France a vendu pour 111 millions d'armements à Israël, donc 15 millions en 2022. Donc ce sont quand même des chiffres qui sont assez importants. On ne peut pas parler de quelque chose de résiduel et on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Il y a des pays qui ont fait le choix et qui assument totalement d'avoir arrêté cette coopération militaire, d'avoir arrêté la livraison d'armes, d'avoir arrêté la vente de logiciels à ce gouvernement d'extrême droite. Et je pense que la France se grandirait en faisant la même chose et en fait en respectant la décision de la Cour internationale de justice. Alors vous l'avez vu, l'Afrique du Sud a saisi une nouvelle fois la Cour internationale de justice. Donc il y a des auditions qui ont eu lieu sur les 52 pays et organisations auditionnées. Il y en a
la quasi-totalité, je veux dire 50, sur les 52 qui demandent à la Cour internationale de justice de rendre un avis clair sur ce qui se passe. Mais il y a d'autres armes qu'on peut utiliser aussi. Aujourd'hui, on a déposé une résolution avec plusieurs députés pour demander à ce que la France saisisse la Cour pénale internationale. Vous savez, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, on parle de risque génocidaire, mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est un génocide. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est un génocide. C'est un génocide. Mais s'ils ont besoin de preuves pour utiliser le terme de génocide, eh bien, nous leur disons chiche, allons-y. Saisissons la Cour pénale internationale de justice comme vous l'avez fait pour la Russie. Demandons un mandat d'arrêt contre M. Netanyahou, comme nous l'avons fait pour Poutine. Et mettons les vrais mots sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. À Gaza, ce qui se passe aujourd'hui, ça a été dit, c'est devenu la zone la plus dense du monde. On a plus d'1 million de personnes qui sont réunies sur un territoire où normalement il devrait y avoir 200 000 habitants aujourd'hui. On parle des bombardements, on parle des attaques, mais vous savez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont en train de mourir de faim à Gaza. Ce n'est même plus les bombardements qui tuent les Palestiniens, c'est la faim. Et ce qui arrive derrière, c'est une crise sanitaire sans précédent. Vous avez plus de 200 000 patients qui sont en attente de médicaments, qui n'ont pas accès à leurs médicaments. Je pense à des diabétiques, à des personnes qui souffrent de cancer, à des personnes qui souffrent d'hypertension. Les femmes enceintes aujourd'hui qui accouchent, les médecins nous ont dit que les bébés ne survivaient que quelques heures, faute de nutrition, parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce qu'ils vivent dans des tentes. C'est ça la réalité de ce qui se passe à Gaza. Et pourtant, on a une communauté internationale qui se tait, qui est complice, qui regarde sans rien faire ce qui se passe devant nos yeux. Alors nous, ça fait bien longtemps qu'on parle d'apartheid. Il y a un an de cela, le Parti communiste à l'Assemblée nationale avait proposé une résolution pour définir justement la notion d'apartheid. Vous savez ce qu'on nous a dit quand on a pris la parole pour défendre cette résolution? On nous a dit qu'on était antisémites. Ça a été leur seul argument pour dire que ce n'était pas un apartheid. Aujourd'hui, il y a un consensus international sur ce terme d'apartheid. Il y a un consensus international sur le génocide qui est en cours. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut continuer les mobilisations, qu'il faut continuer à se battre pour ce peuple de Palestine, car oui, la colonisation a continué, oui, en Cisjordanie, c'est un massacre, oui, à Jérusalem-Est, aujourd'hui, on est en train de tuer aussi des Palestiniens, sans parler de Gaza. Et je terminerai par une citation de Nelson Mandela qui disait « Notre liberté sera toujours incomplète sans la liberté du peuple palestinien ». Et je pense que c'est important à l'avoir en tête, donc continuons ensemble la lutte. Nous nous sommes rendus en Égypte avec une délégation de parlementaires initiée par mon collègue et ami Éric Coquerel pour porter des messages de paix et demander un cessez-le-feu immédiat et permanent. Je voudrais déjà vous dire que ce voyage fut chargé en émotions et qu'il est impossible d'en revenir totalement indemne. D'abord, souligner l'impact de notre visite sur ceux que nous avons rencontrés. Un sentiment de soutien et de solidarité, le sentiment de ne pas être seul face à ce désastre. Les diverses rencontres avec des personnalités telles que l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Palestine en Égypte, les députés, les sénateurs, les humanitaires, les médecins et bien d'autres ont tous convergé dans le même sens. Il est absolument impératif d'établir un cessez-le-feu immédiat. Comme vous le savez, depuis l'attaque de l'armée israélienne, la bande de Gaza est un champ de ruines où la population vit recluse dans le sud sur 34 km². Les humanitaires que nous avons rencontrés nous ont tous décrit une situation catastrophique. Les populations civiles n'ont plus de quoi se nourrir, plus d'endroits où se réfugier, ni d'hôpitaux où se faire soigner. Le médecin humanitaire, Raphaël Pitti, nous a dit cette phrase terrible. « Il y a pire pour moi que de tuer un homme. C'est lui enlever sa dignité. » Les autres médecins et infirmières urgentistes nous ont décrit le chaos. Je voudrais évoquer ce moment très émouvant à l'hôpital de Rafah, en Égypte, où j'ai pu échanger avec des mères et des enfants palestiniens blessés qui ont parfois dû marcher durant des jours pour pouvoir se faire soigner de l'autre côté de la frontière et qui n'ont plus rien et nulle part où aller. J'ai transmis aux enfants des messages, des dessins, des bonbons réalisés par les habitants de la Courneuve. De voir le bonheur briller dans leurs yeux, ne serait-ce qu'un instant, a été un pur moment de bonheur pour moi et certainement pour eux, même si malheureusement il a été furtif. Lorsque nous étions sur place, il ne restait plus qu'un seul hôpital, partiellement opérationnel à Gaza, à savoir celui de Rafah, qui servait de refuge à de nombreux civils. Cette ville abrite plus de 1,3 million de personnes déplacées qui luttent pour leur survie dans des conditions désespérées.
l'hôpital de Rafah s'est transformé en un lieu multifonctionnel, servant de domicile, de terrain de jeu, de cuisine, de dortoir, où les médecins font de leur mieux pour accomplir des actes médicaux et des opérations avec des ressources limitées, sauvant des vies sous le regard des enfants et des familles. L'aide humanitaire n'arrive que très peu jusqu'à la population palestinienne. Nous avons vu sur des kilomètres des centaines et des centaines de camions stationnés dans le désert égyptien en attendant les contrôles des autorités israéliennes et les laisser passer. Évidemment, une partie de ces chargements est refoulée sans raison valable, comme ces sacs de couchage, rejetés parce que leur couleur verte se rapproche du drapeau du Hamas, mais également des jouets, car les boîtes en bois pourraient avoir une autre utilité qui mettrait en péril la population israélienne. Certaines marchandises, comme les denrées alimentaires, périment avant même de pouvoir passer la frontière. Depuis notre retour, les frappes se sont accentuées sur la ville de Rafah, laissant craindre une issue tragique pour les civils palestiniens. Selon les humanitaires sur place, le risque de génocide est réel et ce déplacement nous a définitivement convaincus que l'objectif de Benyamin Netanyahou n'est pas l'anéantissement du Hamas, mais bien le déplacement de la population gazaoui et la récupération de ses terres. Ce qui se déroule actuellement est tout simplement inacceptable et la réaction de la communauté internationale n'est pas à la hauteur. Il est impératif que le droit international soit respecté avec des frontières de 67 et Jérusalem-Est reconnue comme capitale. L'ambassadeur de Palestine au Caire a exprimé son unique souhait, que les Palestiniens puissent enfin vivre en paix aux côtés d'Israël. Face à cette tragédie, la France doit adopter une approche politique et diplomatique de toute urgence pour faire taire les armes. Les vies innocentes sont en jeu et il est impératif de mettre fin à cette violence dévastatrice. La diplomatie française se doit de retrouver son leadership et s'engager dans les négociations avec Israël afin de mettre un terme à cette guerre. Où est notre humanité? Où est notre solidarité? La France doit s'engager et mettre fin à cette catastrophe humanitaire. Je remercie mes collègues parlementaires ici présents à Auxerre de continuer à témoigner ce que nous continuerons à faire pour qu'enfin la paix revienne dans Gaza et dans toute la Palestine. De notre rassemblement d'aujourd'hui, c'est endroit la place du palais de justice pour la charte symbolique qu'il représente. En effet, le combat que mène le peuple palestinien depuis plus de 75 ans pour sa liberté et ses droits est un combat pour la justice. Dans cette lutte, la Palestine n'est pas toute seule. Il n'est plus tabou maintenant d'évoquer les crimes de guerre et le régime d'apartheid infligé par Israël au peuple palestinien. Et tout dernièrement, nous avons vu la Cour internationale de justice évoquer le risque de génocide qui met en péril l'existence même du peuple palestinien. De nombreux pays ont soutenu la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. La France, pays des droits de l'homme, doit élever la voix et réclamer justice pour le peuple palestinien auprès des instances internationales de justice. Et c'est pour défendre cette exigence de justice que nous avons décidé de rebaptiser cette place de Palestine. J'invite le député à dévoiler la nouvelle plaque. Et nous allons accompagner ce geste symbolique fort par les groupes de l'hymne national palestinien.
vraiment rencontrer, entrer encore plus dans le vif du sujet avec Thomas Porte et Sabrina Sebaï pour qu'ils puissent vraiment témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, quelles sont les perspectives politiques à mener. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est très chaleureux là-bas, on sera peut-être un peu serré, mais voilà, venez échanger avec lui. À tout de suite. Rebonjour, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous étaient au rassemblement auparavant. Merci vraiment d'être aussi nombreuses et nombreux pour ce débat. Un immense merci aux écologistes de Lyon de nous accueillir parce que c'est vraiment la croix et la bannière d'obtenir une salle sur Auxerre. Pourtant, ça fait 2 semaines qu'on essaie d'organiser. Tout est pris et puis je pense que quand on s'appelle l'association France-Palestine, il va y avoir un petit truc qui rebute, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, sans vous, on n'aurait pas pu organiser cet événement, donc vraiment un grand merci pour votre accueil. Je vais, dans un premier temps, vous laisser parler, peut-être Thomas en premier, étant donné que tu dois partir plus tôt, puis ensuite Sabrina, que vous puissiez vraiment rentrer dans le vif du sujet de expliquer, je pense, dans un premier temps, votre mission, enfin dans quel cadre s'inscrivait cette mission parlementaire, comment ça s'est déroulé, ce que vous y avez fait, ce que vous y avez vu, voilà, et maintenant que vous êtes revenus, quelles sont les perspectives, qu'est-ce que vous comptez mettre en place, et puis le but aussi, bien sûr, c'est qu'on puisse échanger vraiment avec vous dans la salle, donc on aura dans un deuxième temps un temps de questions-réponses. Thomas, du coup, je te laisse la parole. Merci. C'est difficile de raconter ce voyage-là, pour être tout à fait honnête, parce que Soumia l'a dit dans le mot qui vous a été dit tout à l'heure, ça restera gravé dans nos mémoires pendant de très nombreuses années. Ce voyage, il a été construit et initié par Éric Coquerel, qui est député insoumis, qui l'a pensé depuis le mois de novembre de l'année dernière. On devait partir au mois de décembre, ça a été décalé, et on a réussi à partir au mois de février, parce qu'il faut savoir que pour partir là-bas, il faut évidemment l'accord, et on avait l'accord des services français, il faut un échange avec les autorités égyptiennes, parce que traverser du Caire jusqu'à Rafah et à la porte d'entrée à la bande de Gaza, c'est traverser le canal de Suez et le désert du Sinaï, qui est aujourd'hui une zone militarisée. Donc si l'armée égyptienne, la police, les services secrets intérieurs et extérieurs égyptiens ne sont pas d'accord, vous ne traversez pas. Donc ça a été la première condition. Donc on a réussi à avoir ces différentes autorisations pour aller là-bas. C'était important pour nous d'y aller, pourquoi? Ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'était pour porter la voix de parlementaires français et dire au peuple palestinien qu'il n'y avait pas en France que une minorité de soutien inconditionnel à ce qui se passait en Israël, à ce que faisait Israël dans la bande de Gaza, mais au contraire qu'il y avait tous les week-ends partout en France des mobilisations, qu'il y avait des actions en semaine, des boycotts, des manifestations, des meetings qui se tenaient, et que le peuple français se mobilisait, manifestait, pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais qu'il y avait quand même des milliers de personnes dans ce pays qui portaient la voix du peuple palestinien, qui portaient la voix de la paix et qui demandaient d'urgence un cessez-le-feu pour protéger cette population. Et on voulait aller le plus près où c'était possible de le faire. Donc c'est la porte de Rafah, c'est l'endroit le plus près. Il y a 2 points d'entrée pour entrer dans la bande de Gaza. Un côté israélien, vous imaginez bien qu'aujourd'hui pour nous ce n'est pas possible. Et le deuxième côté égyptien. On a fait le choix d'aller là-bas. Je ne vais pas tout raconter, comme ça Sabrina pourra compléter. Assourdissant. Moi je m'attendais très sincèrement à avoir une zone un peu en ébullition, avec des gens qui rentrent, qui sortent, que ce soit un peu la cohue au regard du fait que 15 km derrière la porte, c'était une zone de guerre, avec des gens qui étaient entassés, qui vivaient sous les bombes, et qui étaient dans un territoire vraiment en situation humanitaire catastrophique. Non, c'était un calme, et quand vous arrivez à la porte,
votre téléphone, vous recevez un texto pour dire que vous passez sur le réseau israélien. Vous êtes en Égypte, et votre réseau téléphonique est sur le réseau israélien. Et le seul bruit qu'on entendait quand on était à la porte, c'est les drones israéliens qui survolent la porte d'entrée pour regarder ce qui se passe. Donc il y a vraiment une mainmise totale de l'État israélien sur la communication et sur la porte. Et on avait souhaité, et moi je vais m'attarder là-dessus, je dirai peut-être après un mot sur la question de la santé, sur après la rencontre avec les sénateurs égyptiens, sur la question de l'aide humanitaire, qui est une question centrale. C'était important pour nous d'aller là-bas, parce qu'un des arguments aujourd'hui qui nous est opposé, quand on demande par exemple, un, le cessez-le-feu immédiat, évidemment, et deux, que les camions humanitaires puissent rentrer, on nous dit, mais attendez, vous tapez sur l'État israélien, mais c'est l'Égypte aujourd'hui qui a la responsabilité, qui ne veut pas laisser rentrer les camions. Nous, on savait que c'était pas vrai. Mais d'aller là-bas, ça a aussi permis de mettre en lumière, avec des gens qui nous ont raconté sur place, comment se passait l'aide humanitaire. Tout arrive sur la première ville qui est El Arish, la dernière ville avant la porte de Rafah, où il y a le Croissant Rouge égyptien qui réceptionne toute l'aide humanitaire. Vous avez des centaines et des centaines de camions accumulés sur quelques kilomètres qui attendent. L'aide humanitaire, quand elle arrive à cet endroit-là, les camions ils sont chargés, ils doivent faire 50 km en latéralité le long de la frontière pour aller à un point de passage qui est géré par Israël. Ils inspectent le camion sur 4 niveaux. Il y a des chiens, il y a des contrôles électroniques, il y a évidemment des contrôles humains. Au bout de 50 km, 4 contrôles. Le camion revient, donc il a fait 100 km déjà le camion, pour passer ces 4 contrôles. Et une fois que les 4 contrôles sont passés, qu'il est revenu, là on lui dit si oui ou non, il peut rentrer dans la bande de Gaza ou pas, s'il est autorisé, si tout le matériel est autorisé, si une partie n'est pas autorisée, qu'il faut décharger, si le conditionnement ne va pas, parce que j'ai découvert que par exemple, un certain type de palette n'allait pas, il fallait des palettes d'un tel degré, avec des angles d'une telle qualité pour pouvoir rentrer, sinon il ne les laissait pas rentrer. Et on a vu des choses qui nous sidèrent, parce que ça a été dit tout à l'heure, mais l'anecdote prêterait à sourire si la situation n'était pas dramatique. Le fait que des duvets de couleur verte ne puissent pas rentrer, parce que c'est la couleur politique du Hamas, c'est ça que fait aujourd'hui l'État israélien. Tout ce qui est à énergie solaire ne rentre pas. Les ampoules qui fonctionnent à l'énergie solaire sont bloquées par l'État israélien. Des cantines entières de médicaments français sont bloquées aujourd'hui dans le dépôt du Croissant Rouge égyptien, parce que les cantines sont en fer, donc ils considèrent que ça pourrait être utilisé pour conditionner autre chose. Les coffres à jouets, évidemment d'enfants qui nous ont beaucoup marqués, parce que la situation des enfants est dramatique, les coffres à jouets ne rentrent pas parce que c'est des coffres en bois, et les Israéliens disent mais attendez, après ils vont virer les jouets, et donc ils vont mettre des munitions dans les coffres en bois, et ils vont transporter les munitions dans les coffres à la base qui étaient prévus pour les enfants. Donc voilà un peu le niveau de contrôle que met, de bâton dans les roues que met l'État israélien pour empêcher l'aide humanitaire de rentrer. Il y a la question des ambulances. Il y a aujourd'hui 7 ambulances qui peuvent rentrer par semaine. Israël autorise 7 ambulances, une par jour. Et les responsables du Croissant Rouge égyptien disent qu'ils ne sont pas au courant de ce que deviennent ces ambulances. Puisque jusqu'à présent, il y avait des échanges, y compris par le numérique, avec des documents, une traçabilité, quand est-ce qu'ils partaient, quand est-ce qu'ils arrivaient. Aujourd'hui, tout ça est détruit puisqu'il n'y a plus de communication possible. Et donc au final, les ambulances rentrent, ils ne savent pas si elles arrivent, ils ne savent pas si elles sont détruites, ils ne savent pas si les gens qui sont dedans ont été tués ou pas, tout ça, ils ne le savent pas. Donc il y a une véritable, aujourd'hui, organisation mise en place par l'État israélien pour faire en sorte que l'aide humanitaire ne rentre pas par ces contrôles-là, par des décisions qui sont absurdes, mais qui visent à un objectif politique, c'est-à-dire empêcher des gens de se nourrir. Et le corollaire de ça, c'est les mobilisations de citoyens israéliens, y compris des franco-israéliens, qui viennent devant la porte, pas celle de Rafah, mais une un peu plus haut, qui viennent depuis plusieurs semaines maintenant se mobiliser, faire des manifs devant les portes d'entrée, pour empêcher les camions d'entrée. Donc ça, c'est documenté, ces gens-là se filment eux-mêmes sur les réseaux, et notamment il y a une franco-israélienne qui est tristement connue aujourd'hui, qui est une avocate, qui est membre du barreau de Paris, qui est une franco-israélienne, qui est aujourd'hui là-bas, qui s'était fait connaître au début des opérations, puisqu'elle était à la télé, elle avait dit il faut un génocide, il n'y a pas de citoyens innocents dans la bande de Gaza, il faut tous les bombarder. Et aujourd'hui, elle fait des vidéos depuis un point d'entrée où elle se met, elle est à la tête d'une association, c'est la représentante du Likoud en France, c'est pour vous dire un peu aussi l'état d'esprit. Elle se met en scène et elle filme le blocage de l'aide humanitaire. Donc tout ça montre à voir que derrière l'opération militaire d'ampleur inégalée où des gens sont assassinés, il y a derrière un pendant politique qui fait qu'au-delà du fait qu'on assassine des gens, on organise le fait de les laisser mourir. Soit par manque de soins, soit par manque de nourriture. J'ai vu ce matin des éléments où il y avait une maman qui expliquait que le lait maternel, le lait pour bébé ne rentrait plus dans la bande de Gaza, était bloqué par l'État israélien. Donc c'est-à-dire que, c'est expliqué Sabrina, on a des bébés aujourd'hui qui déjà, des mamans accouchent sous césarienne, sans anesthésie, et derrière les bébés meurent d'hypothermie, meurent parce qu'ils n'ont pas accès à de la nourriture. Donc tout ça est organisé, c'était vraiment un moment
assez dur parce qu'on était à la fois dans une zone qui était calme, mais on savait que derrière il y avait des gens qui attendaient que les bombardements cessent, qui attendaient que la nourriture arrive, qui se battent pour boire une goutte d'eau qui coule d'une rigole, parce que c'est ça la réalité. Et de l'autre côté, on avait des milliers et des milliers de tonnes de marchandises qui sont bloquées, qui attendent de rentrer, qui ne rentreront probablement jamais, parce que l'État israélien contrôle aujourd'hui tous les points d'entrée dans la bande de Gaza. Et ça, c'est extrêmement important dans le récit politique qu'on fait, parce qu'il y a aussi l'argument qui dit la bande de Gaza, mais attendez, pourquoi vous nous parlez de la bande de Gaza? L'État israélien n'est plus là depuis un certain nombre d'années, nous on a laissé ça, on a délégué. Non, il contrôle tous les points d'entrée, y compris aériens, où les drones quadrillés surveillent le moindre millimètre carré de ce territoire-là. Et vous avez aussi peut-être vu, mais par exemple les autorités israéliennes, le gouvernement israélien, les militaires israéliens, ils remettent très rarement en cause le bilan humain qu'il y a aujourd'hui dans la bande de Gaza. Ce sont ceux qui sont à l'extérieur d'Israël qui le remettent en cause, parce que l'État israélien, c'est lui qui tient le registre des décès et des naissances de la bande de Gaza. Donc il sait très bien aujourd'hui les gens qui meurent, les gens qui naissent, les gens qui disparaissent. Tout ça est très contrôlé, et d'ailleurs c'est un des continuums qu'on connaît avec tous les génocides qu'il y a eu dans les différentes périodes de l'histoire du monde, c'est que les gens qui organisent le génocide documentent, et ils ont des traces écrites des gens qu'ils ont éliminés. C'est pour ça que l'État israélien ne remet pas en cause aujourd'hui le bilan. Donc ça, c'était la première partie, c'était l'aide humanitaire, et on devait rencontrer, c'est assez intéressant de dire ça, parce qu'on devait rencontrer un des responsables de l'UNWRA à Gaza, donc qui est de l'autre côté de la porte, et on avait créé les conditions pour qu'il vienne nous rencontrer et qu'on puisse échanger. Il n'a jamais pu passer. C'est-à-dire qu'il y a eu une pression de l'État israélien sur l'État égyptien pour faire en sorte que la personne qui était de l'autre côté, il était à 500 mètres de nous, de l'autre côté de la porte, ne puisse pas venir échanger avec nous. C'est pour vous dire les attaques que subissent les organisations onusiennes, les organisations non gouvernementales, les associations qui mènent ce travail-là, et pour vous dire combien nous avons honte parfois de ce que fait la France et du rôle qu'elle joue dans ce moment-là. Les médecins qu'on a auditionnés, qui sont rentrés dans la bande de Gaza, ils ne sont pas rentrés avec l'aide de la France. Ils ont pu rentrer parce que Palmed a été aidé parce qu'il y avait des médecins américains, et c'est les États-Unis qui ont permis à ce que ces médecins-là, y compris les médecins français, puissent rentrer pour aller travailler à l'hôpital européen. La France n'a joué aucun rôle là-dessus. Aucun rôle là-dessus. Et j'en profite pour dire que c'est une parallèle, mais ce qui se passe ces derniers jours où les syndicats du ministère des Affaires étrangères se mobilisent pour qu'il y ait un hommage aux 4 personnes qui travaillaient à l'Institut français de Gaza qui sont décédées, n'ait pas lieu. Mardi, il va y avoir un hommage et une minute de silence qui va être fait en catimini par les syndicats du ministère, à laquelle Stéphane Séjourné refuse de s'associer, à laquelle le ministre ne répond pas. On a heureusement des ambassades françaises dans plusieurs pays européens qui ont eu un courage politique pour dire qu'elles s'y associeront mardi. Mais on a 4 personnes qui travaillent depuis plus de 20 ans à l'Institut français à Gaza qui ont été assassinées par l'armée israélienne. Le gouvernement français refuse ne serait-ce qu'une minute de silence. Et j'en termine pour ne pas être trop long et pour laisser Sabrina compléter. Après, on a été visiter l'hôpital El Arish, c'est le premier hôpital là aussi où il y a eu un afflux de blessés palestiniens. Et les témoignages étaient sidérants. Il y en avait de toute nature. Il y avait une dame qui racontait qu'elle avait marché, elle était enceinte, elle avait une petite fille, elle avait marché pendant 3 jours, jour et nuit. Dès le début des opérations, elle habitait à Gaza, elle avait marché 3 jours pour sortir toute seule. Parce qu'au début, la porte était encore ouverte côté Rafah, on pouvait circuler plus facilement. Et il y avait une dame, elle, qui était sur un lit, qui venait de se faire opérer de la colonne vertébrale, qui a dit « Moi, je ne sais pas comment je suis arrivé là. J'habitais à Gaza, ma maison a dû être bombardée. Je me suis couché, j'étais dans mon lit, je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital El Arish. » Donc c'est ça. Et ce que ces gens-là ont tous dit, c'est qu'ils souhaitaient tous revenir dans la bande de Gaza et à Gaza parce que c'est leur territoire. Et c'est aussi ça le sens du message qu'on doit passer. C'est que ces gens-là, c'est leur terre et ils doivent y rester. Et il est absolument, pour nous, inacceptable de céder à la pression qui est de dire sortons les Palestiniens de Rafah et de la bande de Gaza pour les mettre dans le désert du Sinaï, pour les mettre dans je ne sais quel camp de réfugiés. Ces gens sont déjà des réfugiés depuis des années. Et aujourd'hui, on veut encore créer un déplacement de population. Donc voilà, c'était vraiment un moment qui était je ne dis pas difficile, parce qu'au regard de ce que vivent les Palestiniens, c'est pas difficile, mais qui était émotionnellement dur, mais qui nous a aussi... on était tous très déterminés avant de partir, et on était, quel que soit le groupe politique, ou le ou la députée qui était sur ce déplacement, des gens qui étaient déjà très engagés sur la question l'issue de ce qui va se passer, parce qu'un jour ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera à un moment ou à un autre, on ne sait pas dans quel état ça va s'arrêter, mais ça s'arrêtera. Mais il ne faudra pas que les gens qui sont aujourd'hui en responsabilité, qui ont organisé, planifié, exécutent cela aujourd'hui, s'en sortent sans aucune condamnation, sans aucune sanction. C'est aussi ça un des messages importants, parce que sur les dernières opérations
menée par l'État israélien. Ce n'est pas la première offensive militaire contre les Palestiniens, c'est la première d'une telle ampleur. Mais tous les 3 ans, Israël mène des opérations pour assassiner des Palestiniens en Cisjordanie et dans toute la bande de Gaza. Et ces gens qui sont aux commandes s'en sortent sans aucune condamnation, sans aucune sanction. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi cette responsabilité de dire qu'il faudra qu'il y ait des gouvernements qui aient le courage derrière de mener des opérations juridiques, de prendre l'exemple de ce qu'a fait l'Afrique du Sud, qui a quelque part redonné l'espoir à beaucoup de peuples dans ce pays. C'était tout un symbole, un pays qui a vécu l'apartheid dans sa chair, et qui a aussi souvenir et n'a jamais oublié que l'État israélien était un des derniers États à soutenir l'apartheid en Afrique du Sud. Donc tout ça s'inscrit dans un continuum de l'histoire qui fait qu'il faudra qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Mais vraiment ce voyage, je le dis, il nous marquera pour très très longtemps, parce que ce que nous avons vu, même si nous n'avons pas vu la bande de Gaza en elle-même, puisqu'il n'est pas possible pour nous de rentrer à l'intérieur aujourd'hui, au regard du fait qu'elle est contrôlée par l'État israélien, ce que nous avons entendu comme témoignage de soignants, d'humanitaires, de familles qui revenaient de là-bas, de personnes avec qui on a échangé, renforce de manière inébranlable notre conviction à nous mobiliser, quel que soit le prix, pour que cela cesse et pour que des gens cessent d'être massacrés. Parce que nous ne pouvons pas accepter et rester silencieux devant ce qui est en train de se passer, devant ce qui se joue. Et si on s'efforce de regarder les images et de les diffuser, parce qu'on considère qu'il faut le faire, pour que les gens voient ce qui se passe, parce qu'un silence et l'absence d'image, c'est aussi mettre sous le tapis ce qu'est en train de commettre l'armée israélienne. Et Sabrina l'a dit, les Palestiniennes et les Palestiniens demandent à ce que ces images soient relayées, demandent à ce que leurs témoignages, à tout ce qu'ils vivent, soient relayés en France et dans tous les pays où il y a des gens qui portent leur parole, et ils écoutent et ils voient ce qu'on fait. Moi ça m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui sont aujourd'hui dans la bande de Gaza, qui nous contactent sur les réseaux sociaux, qui nous ont identifiés comme des gens qui sont allés à la frontière, qui nous demandent évidemment de les aider à sortir et à s'organiser, mais qui disent que c'est très important de continuer à ce que cette flamme-là du peuple palestinien ne s'éteigne jamais, quelle que soit la réalité, qu'on continue à la porter dans l'espace public pour faire vivre le peuple palestinien, pour faire vivre l'idée que ces gens-là seront un jour libres sur leur terre, pourront avoir le droit à l'autodétermination, vivre en paix, profiter d'une vie comme beaucoup de populations dans le monde. Et vraiment, c'est le sens de ce déplacement, c'était de porter la voix du cessez-le-feu immédiat. Et vraiment, j'insiste là-dessus, de dire que non, la voix de la France, c'est pas Yael Braun-Pivet. La voix de la France, c'est pas Meir Habib. La voix de la France, c'est pas Stéphane Séjourné. La voix de la France, c'est celles et ceux comme vous qui se mobilisent tous les week-ends. C'est toutes celles et ceux qui mènent des actions pour faire en sorte que cette guerre-là, cette opération militaire, elle cesse. Donc ce déplacement, il s'inscrit dans cette démarche-là. Et voilà, je crois qu'il a créé de l'espoir, de l'attente, il nous a renforcés et il nous a obligés à continuer cette mobilisation et à mener des actions partout où on le pourra pour faire en sorte que tout cela s'arrête le plus rapidement possible. Prendre effectivement sur la manière dont ça s'est organisé, ça a été rappelé, hein, c'est Éric Cottret qui a été à l'initiative de cette délégation. Ça n'a pas été forcément facile parce qu'il a fallu plusieurs mois pour obtenir toutes les autorisations qui sont pu passer. On a été, quand on est parti, qu'on a traversé le canal de Suez, le désert du Sinaï, on était sous escorte très sous surveillance. Hein, je peux dire aussi très clairement, on avait droit par exemple à de la presse qui nous accompagnait, mais seulement de la presse écrite, pas de caméra, pas de photo. C'était une demande claire des autorités aussi égyptiennes. Et donc ce voyage, on y est parti avec un objectif qui était de demander ce cessez-le-feu immédiat et permanent. Et pour nous, c'était important que ça se passe vraiment au plus proche finalement de cette porte à Rafah. Ça a été dit par Thomas, vraiment, c'est très difficile d'imaginer en fait quand on arrive le silence en fait limite assourdissant qu'il y a à cette porte de Rafah, puisque on sait que de l'autre côté il y a un massacre indescriptible, qu'il y avait des bombardements, en plus au moment où on y a été, il y avait une intensification des bombardements sur Rafah, et que dans le même temps, à quelques mètres, nous, on avait un silence total, avec ces drones israéliens donc, qui étaient au-dessus de nos têtes et qui surveillaient nos moindres faits et gestes. Alors dans le cadre de cette délégation, on a rencontré plusieurs acteurs. D'abord, tu l'as dit, l'UNRWA, on n'a pas pu rencontrer la personne qui était côté Gaza, mais on a rencontré d'autres personnes avec qui on a pu échanger et qui nous ont vraiment tiré la sonnette d'alarme en nous disant mais en fait, on ne comprend pas pourquoi la France met un veto sur les financements de l'UNRWA, pourquoi, etc. Alors que d'autres pays ont augmenté les financements. Ils nous ont clairement dit que s'il n'y avait pas des financements d'ici fin février,
ils arrêtaient ce qu'ils faisaient parce qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir continuer à fonctionner. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous, on a beaucoup porté le fait que la France, non seulement continue bien évidemment ses versements, mais qu'en plus elle augmente la dotation à l'UNRWA, comme elle s'y était engagée d'ailleurs au moment où M. Macron avait fait un sommet pour la paix, où il avait annoncé qu'il donnerait 100 millions d'euros pour la Palestine. On n'en a toujours pas vu la couleur aujourd'hui. Ça, c'était vraiment le premier élément. Ensuite, on a rencontré le Croissant Rouge égyptien. Ça a été dit, moi je pense, comme tout le monde en fait, dans le cadre de cette délégation, on a été vraiment choqués par le nombre de camions. Je vous assure, peut-être à l'occasion, on montrera, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une vidéo de ce qu'on a vu, parce qu'il faut s'imaginer en fait qu'entre El Arish et Rafah, il y a 50 km. Et pendant 50 km, vous avez des camions chargés de marchandises, mais des deux côtés de la route. Et vous roulez pendant des kilomètres avec ces camions chargés, et vous vous dites là-dedans, il y a des médicaments, il y a des vêtements, il y a tout ce qu'il faut en fait pour ce peuple palestinien qui est bloqué de ce côté-là de la frontière et qui attend. Ce sont des camions avec des chauffeurs qui sont présents devant leurs camions, qui dorment sur place, qui mangent sur place, qui attendent la petite autorisation pour pouvoir passer de l'autre côté. Petite subtilité, ce qu'ils ont rajouté, parce que sinon ça ne serait pas amusant, c'est qu'ils ont instauré un couvre-feu. Et donc chaque camion qui est présent après 17h est systématiquement bombardé. Et donc ils font traîner les vérifications pour faire en sorte qu'après 17h, s'il y a un camion qui passe, ils le bombardent. Que ce soit une ambulance, que ce soit un camion, peu importe. Vous n'avez pas le droit d'être de l'autre côté après 17h. Et donc, là, on se retrouve dans des situations où ça a été dit, une ambulance par jour, au moment où on décompte environ 66 000 blessés à Rafah, enfin à Gaza. Donc, une ambulance par jour, et encore, quand on y était, d'ailleurs, ils n'avaient pas de nouvelles de leurs collègues qui étaient partis secourir la jeune fille, d'ailleurs, qui était passée au journal télévisé de France 2, puisque l'ambulance a été bombardée. Et donc, les personnels de l'ambulance du Croissant Rouge égyptien ont été tués en même temps que la petite fille, en même temps que la famille. Enfin voilà, donc même les ambulances sont bombardées, il y a vraiment... Enfin, ils ne respectent absolument rien. D'ailleurs, les médecins nous ont dit, on ne dit plus qu'on est médecins. Parce qu'en fait, ils sont ciblés. Et d'ailleurs, ils nous ont expliqué que maintenant, ils utilisaient de nouvelles méthodes, c'est-à-dire qu'ils ne font plus tellement de bombardements. Maintenant, c'est des snipers qui visent les civils, ils visent la tête, ils visent les jambes. En fait, leur objectif, c'est de faire le maximum de blessés parce que derrière, quand il y a quelqu'un qui tombe, il y a des personnes qui sortent pour aller les chercher. Et donc, ça leur permet de rajouter des victimes. Et ils fonctionnent comme ça. Et donc, depuis maintenant quelques semaines, c'est la cargaison de poulet qui a été bloquée 48 heures jusqu'à ce que le poulet pourrisse et que tout parte à la poubelle. C'est vraiment ça qu'ils nous ont décrit au quotidien. Et donc, de là-bas, nous sommes partis ensuite à l'hôpital El Arish, où effectivement, on a rencontré des familles. Il y a eu 400 blessés qui ont été évacués sur cet hôpital-là. Et beaucoup de femmes et d'enfants, parce qu'on a été dans l'Aisne où il y avait les femmes et les enfants qui étaient accueillis. Et la première chose qu'on vous dit, c'est en fait, quand on sort, en fait, les familles ne sont pas rassemblées, elles sont éclatées. Mais pas éclatées dans la même ville, c'est dans différents pays. Vous pouvez avoir une mère de famille qui est à El Arish, son enfant qui est aux Émirats arabes, et un autre enfant qui est en Turquie. Et donc, ils n'ont absolument aucune nouvelle des uns des autres. Et ils ne savent pas ce que deviennent le reste de leur famille quand ils ont été évacués pour être soignés. Et on a eu le cas d'un enfant notamment qui était coincé à l'hôpital El Arish et qui était en attente d'une amputation. Et sauf que sa mère était hospitalisée aux Émirats arabes unis et que donc il ne savait pas s'il devait l'amputer en Égypte ou s'il devait attendre de le transférer aux Émirats arabes unis pour pouvoir faire l'amputation avec l'autorisation de sa mère. Donc en fait, on a eu vraiment beaucoup de situations comme celle-ci qu'on a pu rencontrer. L'association Palmet, qu'on a vu vraiment au dernier moment quand on est revenu, on a eu l'occasion de les auditionner à l'Assemblée nationale. Je vais vous citer quelques phrases, moi en tout cas, qui m'ont marqué dans leur témoignage. D'abord, ce qu'ils nous ont dit, c'est que, en fait, à Gaza, ce sont leurs mots, on ne soigne pas, on ampute. Ce sont leurs propres mots. Pourquoi? Parce qu'ils nous expliquent en réalité que quand les blessés viennent, en fait, il n'y a tellement pas de médicaments, il n'y a pas de matériel, qu'en fait, ils ne peuvent pas soigner les blessés. Donc, pour éviter les gangrènes et les infections, ils amputent. C'est le système le plus rapide pour eux, c'est en fait une médecine de guerre. Et donc, quand les personnes arrivent à l'hôpital, ils expliquaient que d'abord, ils ne viennent pas la nuit, parce que comme il y a beaucoup de bombardements, les gens ont peur de sortir. Donc, ils viennent le lendemain avec les corps. Donc, parfois, ils sont vivants, parfois, ils sont morts, ils ne savent pas, ils ramènent les corps et ils les déposent à l'hôpital. Et donc, eux, leur mission, c'est de faire des tris. Donc, le premier tri, c'est séparer les vivants des morts. Ça, c'est le premier tri qu'ils font. Et ensuite, il y a un deuxième tri qui s'effectue, c'est ceux qui peuvent soigner, parce qu'ils ont les médicaments, et ceux qui ne peuvent pas soigner. Et donc, ceux qui ne peuvent pas soigner, ils les mettent de côté pour les laisser mourir, parce qu'ils ne pourront pas les traiter de toute manière.
Et donc c'est comme ça toutes les heures, en fait, c'est les filles qui font toutes les heures à l'hôpital, le dernier hôpital qui était en service. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup marqué parce qu'il y a une infirmière qui nous a dit, si c'était à refaire, elle a dit, j'ai pris beaucoup de médicaments dans mes valises, j'ai pris 4 kilos de bonbons. Elle dit, mais si c'était à refaire, je ne ferais pas la même chose. Je prendrais des jouets, du chocolat, des bonbons et je ne prendrais pas de médicaments. Puisque de toute manière, ces enfants vont mourir et je préfère qu'ils passent leur dernier moment à profiter avec des jouets, avec des bonbons, avec du chocolat, plutôt que de prendre des médicaments qui ne pourront pas en fait les soigner puisqu'ils savent très bien ce qu'il en est. Et donc, on a un autre médecin qui nous a dit à l'Assemblée, qui nous a dit en fait, il dit en tant que médecin, je ne devrais pas le dire. Il dit, mais à un moment, je me suis posé la question de savoir s'il valait pas mieux mourir sur le coup. Parce qu'il dit, au moins, quand vous êtes mort, vous êtes mort. Il dit, mais le pire, c'est ceux qu'on soigne et qui meurent dans d'atroces souffrances dans les 2-3 jours après. Parce qu'il n'y a pas de calmant, il n'y a pas d'anesthésie. Donc, ils leur mettent des pansements, ça s'infecte, ils enfluent, la personne meurt après. Et voilà, et tout est comme ça, et c'est vrai que franchement pour nous c'était le témoignage de l'horreur. On dit que pour les médecins ça doit être horrible pour eux de se dire qu'ils sont incapables de soigner les gens, que vraiment ils sont là juste pour limiter la casse en réalité. Et ils disent eux-mêmes, ils disent nous quand les personnes vont en réa, on a un taux de mort de 90%. Il y en a très peu qui s'en sortent. Donc en réalité c'est pas un espoir qu'ils leur donnent, c'est juste on gère le flux en attendant que ça passe. Et puis cet hôpital finalement qui est devenu un espace de vie, parce que cet hôpital, il y a 30 000 Palestiniens aujourd'hui qui sont repliés, et donc avec des enfants qui jouent parmi les cadavres, qui sont posés au sol, qui vivent là-bas, qui lavent leur linge, qui mangent, qui font tout sur place en réalité, parce que c'est le seul endroit qui est à peu près sécurisé, donc là qu'il était à peu près, puisque maintenant on voit bien qu'on a avancé aussi dans l'horreur, parce qu'ils ont bombardé les hôpitaux, ils ont pris en otage des médecins, voilà, donc c'est pour ça aussi que les médecins expliquent qu'eux-mêmes ils se cachent aujourd'hui, ils n'osent plus dire qu'ils sont médecins de peur d'être directement ciblés, comme l'ont été les journalistes d'ailleurs, puisqu'on a encore un journaliste avec sa famille qui est mort hier, ils sont systématiquement ciblés par les bombardements. On a aussi rencontré l'ambassadeur de Palestine au Caire, qui lui est dans une... Enfin, lui clairement il est très clair dans sa position, il dit nous ce qu'on veut c'est vivre en paix à côté d'un État israélien, c'est tout ce qu'on demande. Et d'ailleurs les Palestiniens, parce que vous avez énormément de Palestiniens, dont 13 000 étudiants qui sont en Égypte aujourd'hui, n'ont qu'un désir, c'est retourner chez eux. Il dit nous tout ce qu'on fait c'est retourner dans nos terres, pouvoir y vivre dans la paix, à côté de cet État israélien, sans subir tout ce qu'on subit aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que le monde s'est réveillé le 7 octobre en découvrant cette question palestinienne, alors que ça fait 75 ans que la colonisation continue, que le massacre de Palestiniens en Cisjordanie notamment, juste dans l'année 2023, il y a eu plus de 400 morts, et c'était en Cisjordanie, on n'était pas à Gaza. Donc en fait, toute cette histoire-là ne démarre pas le 7 octobre, elle démarre bien avant, et eux, ils sont vraiment dans ce combat et dans cette lutte permanente pour leur indépendance et pour l'existence de cet État palestinien. On a aussi eu l'occasion de rencontrer les parlementaires égyptiens, parce que l'Égypte a été beaucoup pointée du doigt sur le fait de ne pas ouvrir cette frontière à ces Gazaouis qui étaient coincés finalement à la frontière. Eux, ils nous ont clairement dit, pour nous, l'ouverture, c'est la ligne rouge. Pourquoi? Ils nous expliquent pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'ils refusent de voir une deuxième Nakba avoir lieu. Pour eux, ils nous disent clairement, si les Gazaouis quittent Gaza, ils n'y retourneront jamais. Et d'ailleurs, quand on entend les propos des ministres aujourd'hui du gouvernement de M. Netanyahou, on ne peut qu'être d'accord avec eux. Quand on entend certains ministres parler d'animaux, quand ils parlent de Palestiniens, quand on les entend dire que Gaza n'a jamais été plus belle que depuis qu'elle a été rasée, et qu'elle sera encore plus belle quand ils y auront installé des colons. On est dans cette logique-là d'extension de cet État, et on se doute bien que quand M. Netanyahou avait dit aux Gazaouis, quittez le nord de Gaza, allez vous réfugier dans le sud de Gaza, comme ça vous serez protégés, aujourd'hui il bombarde le sud de Gaza, là où il aura demandé de trouver refuge. Donc on est bien dans une volonté, d'une part d'extermination, et deuxièmement de pouvoir obliger l'Égypte à ouvrir sa frontière pour que les Gazaouis passent de l'autre côté. Ça c'est vraiment la première raison de l'Égypte. La deuxième raison qui nous avance, c'est de dire, mais nous en réalité, s'ils viennent de l'autre côté, ils seront dans la partie du Sinaï. Si demain les Palestiniens, à juste titre, décident de reprendre les armes pour reconquérir leur territoire, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Israël va bombarder l'Égypte. Ils seront obligés de répondre. Et donc on va avoir une extension du conflit dans cette zone. Déjà c'est pas évident. Vous avez peut-être vu que la semaine dernière, il y a eu un bombardement du sud du Liban. C'est assez courant ça aussi. Donc ils sont vraiment dans cette idée de dire, nous, on ne peut pas accepter aujourd'hui
d'avoir le risque d'extension du conflit, et puis d'avoir finalement ces Gazaouis qui ne pourront jamais retourner chez eux. Et donc, après toutes ces rencontres, ce qu'on retient quand même, c'est que nous, quand on y a été, c'est assez drôle parce que on s'est retrouvés là-bas en même temps que le ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné. Donc, il ne nous a pas rencontrés. Pourtant, on était sur place, il y avait une délégation de 15 parlementaires français. Il n'a pas souhaité, en tout cas, on n'a pas eu de demande pour qu'il puisse nous rencontrer à ce moment-là, qu'on était présents. D'ailleurs, on a vu l'ambassadeur de France au Caire à midi, il l'a vu juste après. Donc, on aurait pu créer les conditions de la rencontre. Ça ne s'est pas fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on entend partout, y compris d'ailleurs par certains parlementaires égyptiens, c'est qu'eux, ils ne retrouvent pas la voix singulière de la France sur la question palestinienne. Eux, ils nous ont cité Chirac en disant, mais à l'époque, la France avait une voix singulière sur la question palestinienne. Vous portiez quelque chose. Aujourd'hui, vous ne dites plus rien. Et c'est vrai, quand on voit depuis les 5 derniers mois, on est passé par toutes les phases. Il fallait un soutien conditionnel, puis finalement on parlait de trêve, puis maintenant on parle de cessez-le-feu. On ne dit pas clairement les choses, mais quand est-ce qu'on va entendre le gouvernement parler de sanctions? On pourrait tout à fait envisager des sanctions financières. C'est jamais évoqué. On pourrait dire on arrête la coopération militaire et les ventes d'armes. Pour l'instant, ce n'est pas évoqué. On pourrait attendre de la France qu'elle saisisse la Cour pénale internationale. Ce n'est pas le cas non plus. Donc en réalité, on a une France qui est inaudible. Et d'ailleurs, il faut bien avoir en tête qu'au moment où il y a eu... vous savez qu'il y a eu un moment des soulèvements dans certains pays autour de la zone. On a quand même eu plusieurs ambassadeurs de la zone qui ont écrit un courrier au président de la République, ce qui est quand même pas courant que des ambassadeurs prennent la plume pour dire au président de la République « Nous ne sommes pas d'accord avec la politique que vous menez dans la zone ». Et deuxièmement, quand il y a eu des soulèvements, je pense notamment à la Tunisie, les Tunisiens se sont rendus devant l'ambassade de France pour brûler le drapeau français. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la position de la France sur la question palestinienne. Donc quand on parle aujourd'hui de la question de la Palestine, c'est bien au-delà de ça en réalité, y compris pour la France qui ne trouve plus une voix qui est singulière dans toute cette partie du globe de la Terre, dans toute cette partie du globe, et qui est aujourd'hui inaudible, y compris d'ailleurs quand on a un ministre, je l'ai dit tout à l'heure, des Affaires étrangères, qui nous explique que finalement la vente d'armes c'est quelque chose de résiduel. Mais en fait le résiduel n'existe pas. À partir du moment où il y a une décision de la Cour internationale de justice qui demande de tenter, en tout cas de contrôler le fait qu'il y ait un génocide puisqu'il y a risque génocidaire, la France doit tout mettre en œuvre pour éviter qu'il y ait ce génocide. Le fait d'y participer par des ventes d'armes, par de la coopération militaire, par des non-sanctions, par le fait de ne pas saisir la CPI, tout cela contribue. Et nous, je dois dire qu'on est assez clair, nous ce qu'on dit c'est que tant qu'on sera dans cette logique-là, eh bien nous serons complices, en tout cas la France est complice de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Palestine. Nous, on fait entendre notre voix. Tout à l'heure, on nous a posé la question, on a dit, mais quand vous vous exprimez à l'Assemblée, comment ça se passe? Eh bien, en fait, en réalité, là aussi, les choses, elles bougent pas de fourmis, mais ça bouge un petit peu. Il y a un an, je vous l'ai dit, quand on a parlé d'apartheid, on était des antisémites. Quand on a commencé à poser des questions au gouvernement sur la situation à Gaza, on avait des hurlements permanents pendant nos questions. Aujourd'hui, on les entend beaucoup moins, ces hurlements. On les entend beaucoup moins. Parce que je pense que même ceux qui étaient sur une position de soutien inconditionnel, aujourd'hui, ils sont quand même en train de se dire que ce qui est en train de se passer, c'est quand même assez grave et qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, continuer à faire ce qu'ils font d'habitude. Alors, ils ne disent rien, rassurez-vous, sinon ils seraient courageux, mais ils ne disent rien. Mais en tout cas, ils ne nous hurlent pas dessus. Et enfin, peut-être juste aussi dire qu'il va y avoir un temps, je pense, moi je suis comme Thomas, je pense qu'à un moment, ça finira bien par s'arrêter. Je ne sais pas dans combien de temps et je ne sais pas ce qu'il en restera. Mais il y aura un temps où il va falloir mener la bataille parce qu'il y a 2 résolutions qui ont été votées en France pour la reconnaissance de l'État de Palestine en 2014. C'était sous François Hollande. On aurait aimé qu'il le mette en application au moment où il est encore président de la République, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, quand on entend le président de la République nous dire que l'existence d'un État de Palestine n'est pas un sujet tabou, alors que la France a voté 2 résolutions reconnaissant l'État de Palestine, vous voyez bien le combat idéologique qu'il y a à mener quand même là-dessus pour avancer. Et donc il va y avoir un temps où il faudra travailler sur cette question-là pour avancer sur la question des 2 États, sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, et bien évidemment la Cisjordanie et Gaza. Et tous ceux qui disent aujourd'hui que ce n'est pas possible, parce que vous savez, il y a 700 000 colons qui sont installés en Cisjordanie, et bien nous on dit c'est possible, la colonisation c'est un délit, c'est interdit,
ça a été interdit, et d'ailleurs il y a des frontières qui étaient clairement tracées, eh bien s'il faut déplacer les 700 000 colons et travailler à cette solution à deux États, il faut le faire. Et je pense qu'il faut bien avoir en tête que ce n'est que le début. C'est-à-dire que le cessez-le-feu qu'on doit obtenir maintenant, ce n'est que le début, que la première étape d'une bataille qui s'annonce quand même, je pense, assez longue, pour obtenir aux Palestiniens le droit d'exister. Je propose de vous laisser la parole, que vous puissiez poser des questions directement à nos deux députés, que vous puissiez réagir aussi à ce que vous avez entendu. Donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être qu'on peut prendre plusieurs questions et puis ensuite vous organisez pour répondre aux uns aux autres. Oui, moi je pense que dans les médias, tout est fait pour comment dire, confondre antisémitisme et antisionisme. Je veux dire, on n'explique peut-être pas suffisamment ce que c'est que les sionistes. C'est une minorité qui est au pouvoir, c'est l'extrême droite israélienne. Je veux dire qu'il n'y a eu qu'un objectif depuis qu'elle a été mise en place, c'est de chasser les Palestiniens. Et je veux dire, on sait que c'est des gens, des juifs, qui sont formés avec Mussolini, avec Hitler, donc c'est l'extrême droite. D'une façon, de quelque façon que ce soit, nous on a un gouvernement qui se rapproche de plus en plus de l'extrême droite, avec des lois de plus en plus liberticides. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, ce soit difficile pour eux de ne pas soutenir Israël. Les attaques sur l'UNRWA, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que l'UNRWA, c'est bien sûr la coordination des ONG, c'est de l'aide sur place, mais c'est aussi l'organisation qui permet le retour des Palestiniens en Palestine. Et donc, les attaques qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement israélien sur cette ONG, c'est pour justement empêcher le retour des Palestiniens qui sont partis, pour les empêcher tout simplement de revenir. Parce que c'est ça, le travail de l'UNRWA, c'est aussi celui-ci. Donc, et par ailleurs, ce n'est pas la seule qui est attaquée. Moi, je me rappelle au moment où on a eu le débat sur l'apartheid, Amnesty International, qui on ne peut pas accuser de quoi que ce soit, c'est quand même une ONG internationalement reconnue, ont subi des sauts d'attaques, de déversement sur les réseaux, sur les médias, parce qu'ils avaient fait un rapport qui indiquait, avec des éléments sourcés, avec des preuves, quand ils étaient sur place, de tout ce qu'ils ont pu récolter comme information, pour dire oui, aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est un apartheid. Et ils ont été accusés. Il y a d'autres ONG à qui on a voulu couper les fonds, parce que justement, elles apportaient de l'aide aux Palestiniens. Rappelez-vous quand même ce qu'a subi l'AFP au début, quand on leur a fait toute une polémique, parce que selon les médias en France, ils n'utilisaient pas les bons mots quand il s'agissait de qualifier le Hamas, et qu'il y a même des députés qui ont proposé qu'on supprime les fonds à l'AFP. Enfin, on en est là aujourd'hui du débat quand on parle d'antisionisme, antisémitisme. C'est quand même l'état du débat en France aujourd'hui, c'est celui-ci. Ensuite, sur la question des parlementaires de droite, il n'y en avait pas. Donc voilà. Il y avait une suppléante d'un député qui était Horizon, donc le Horizon Parti d'Édouard Philippe. C'était la suppléante de M. Larsonneur, qui lui-même était président du GEVI. Alors, GEVI, c'est en fait à l'Assemblée nationale, vous savez, vous avez des groupes d'amitié, France, Japon, France, etc., France-Israël. Pour la Palestine, ce n'est pas un groupe d'amitié, c'est un groupe d'études, je ne sais pas, à vocation internationale. Parce que, voilà, donc ils appellent ça un GEVI. Et donc M. Larsonneur, qui avait voulu prendre la parole sur la résolution apartheid l'année dernière, s'est vu refuser la prise de parole par son groupe politique, ce qui l'a conduit à démissionner de son poste de président de ce GEVI France-Palestine. Et donc sa suppléante était présente. Il a quitté depuis le vote sur l'immigration, il a quitté le groupe Horizon, donc il siège en non inscrit aujourd'hui. Voilà, ceux qui ont le courage de partir, finalement, c'est peut-être ceux qui ont aussi le courage d'aller jusqu'au bout sur leurs idéaux. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire monter, en tout cas à l'Assemblée nationale, c'est d'abord de recevoir toutes ces personnes qui sont des personnes ressources, qui étaient sur place, qui peuvent apporter des éléments. On va regarder pour diffuser aussi, parce que les médecins de Palmed ont ramené pas mal de vidéos aussi de ce qu'ils ont vu là-bas, donc pour essayer d'en faire une diffusion aussi à l'Assemblée nationale, pour que les gens puissent voir et se rendre compte de ce qui s'est passé là-bas. C'est pas facile, hein, parce que tout dépend de la présidente de l'Assemblée nationale. Quand on demande des salles, si le colloque ne leur plaît pas, bien en fait, on n'a pas de salle. Si la diffusion du film, je crois que Yala Gaza avait été annulée,
Ils ont fini par le faire. Ils ont fini par le faire, Ils ont interdit mais... des Palestiniens de venir le Voilà. Enfin voilà, donc c'est pas non plus super facile. Mais en tout cas, on essaye voilà, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et puis il y a aussi une bataille symbolique sur laquelle on travaille en ce moment, c'est de faire passer ce GEVI en groupe d'amitié officiel, parce que si la France a voté 2 résolutions pour dire que l'État de Palestine existe, eh bien normalement on devrait avoir un groupe d'amitié France-Palestine. Et pour le moment on avance, on a un député centriste qui fait le job, on va pas se raconter l'histoire, il bataille pour que ce soit un groupe d'amitié, et on a reçu pour la première fois l'ambassadrice de Palestine, quand même, qui a été reçue par ce groupe d'amitié pour pouvoir être auditionnée. Donc les choses commencent à bouger petit à petit, mais en tout cas, pour ça que je disais tout à l'heure, la route est encore longue et semée d'embûches. Je rebondis juste, je m'excuse parce que je vais devoir partir après pour rentrer à Paris, juste parce que quelqu'un a parlé de la question de l'extrême droite. C'est une question qui est évidemment centrale, puisqu'il n'y a pas de surprise à ce que l'internationale fasciste européenne et tous les gouvernements se pressent pour soutenir l'État israélien, que Orban soit un des premiers dirigeants européens à aller soutenir Netanyahou, que le président argentin Javier Milei ait fait le déplacement à Jérusalem pour aller soutenir Netanyahou, a annoncé qu'il allait déplacer l'ambassade d'Argentine pour la mettre à Jérusalem. C'est pas une surprise, il y a aussi une corrélation d'idées entre les idéaux d'extrême droite qui montent partout en Europe, qui gouvernent de plus en plus d'États et qui se coordonnent pour soutenir l'État israélien. Et là aussi, Emmanuel Macron a sa part de responsabilité évidemment politique, mais pour vous donner à voir, Emmanuel Macron, ça a été le premier dirigeant européen à aller saluer Meloni en Italie. C'est le premier qui a fait ça. C'est celui qui s'est mis en photo avec le maillot de foot du président argentin dédicacé. C'est celui qui a reçu le président indien Modi à Paris, qui est quand même un dirigeant d'extrême droite qui menace de tuer 300 000 musulmans en Inde. C'est celui qui a été le premier à recevoir et à faire des choses officielles avec Orban. Donc tout ça est un continuum d'idées. Et effectivement, l'État israélien, il s'appuie aujourd'hui aussi sur des soutiens inconditionnels de gouvernements d'extrême droite qui portent l'idée derrière qui est profondément raciste. C'est ça qu'il y a aussi derrière. Si aujourd'hui l'extrême droite française est en soutien de l'État israélien, c'est pas parce qu'elle se place en protecteur de l'État israélien ou de la défense des Juifs. C'est parce que d'abord, ce qu'elle voit, c'est qu'on élimine une population qui est une population musulmane, qui est une cible pour l'extrême droite. Et derrière, quand ils seront occupés des musulmans, c'est ce que je dis aujourd'hui, ils s'occuperont des Juifs. C'est ça la réalité de l'extrême droite. Donc il faut aussi, quand on mène le combat pour le peuple palestinien, pour la défense des droits du peuple palestinien, mener le combat en lien contre l'extrême droite, parce que la montée des idées d'extrême droite, elle donne aussi les coups des franches au gouvernement israélien, qui, d'ailleurs, il y a une opération aujourd'hui, Netanyahou va agrandir sa coalition avec le parti du ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir. Donc il agrandit sa coalition avec les partis extrémistes pour faire entrer des nouveaux ministres dans le gouvernement qui sont encore plus fanatiques, si on peut l'être, que ceux qui sont déjà en place. Donc il y a aussi l'idée que la montée des idées d'extrême droite, elle favorise aussi des gouvernements comme le gouvernement israélien à passer plus facilement à l'offensive parce que les soutiens, ils se multiplient un peu partout, ils ont des points d'appui qu'ils n'avaient pas avant, ils ont des points d'appui sur lesquels ils se reposent. Le précédent gouvernement argentin n'aurait pas soutenu très certainement ce que fait aujourd'hui, en tout cas pas du même niveau ce que fait l'État israélien. Si il y a de plus en plus de gouvernements d'extrême droite, c'est aussi des points d'appui pour le gouvernement israélien. D'ailleurs, on a l'exemple en France avec les grandes embrassades entre Meir Habib et Jordan Bardella. Une très bonne tribune de Patrick Baudouin qui lutte contre toutes les extrêmes droites, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme. Et elle est publiée sur Mediapart et elle est intitulée « Le respect du droit international doit être imposé à Israël ». Voilà. Donc je ne vais pas vous prendre le temps de le lire pour ne pas prendre le temps de parole à quelqu'un d'autre, mais je peux le laisser à Anna. Voilà. Et nous avons aussi une tribune. Pardon. Nous avons aussi fait un communiqué pour soutenir que la Cour internationale de justice intime l'ordre à Israël de protéger la population de Gaza contre tout risque de génocide. Voilà, donc ce communiqué, je peux aussi te... Voilà, hein, parce que bon... La Ligue des droits de l'homme qui soutient inconditionnellement voilà. nos rassemblements depuis...
Merci. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être, Thomas, parce que je crois que tu dois partir. Sur la question égyptienne, effectivement, quand on regarde, la solution la plus facile, c'est d'ouvrir la frontière et de dire, mais c'est ce que Sabrina a évoqué, c'est-à-dire que tout le monde sait que s'ils franchissent la frontière, ils ne reviendront pas. C'est ça. Et ce qu'il faut, la politique, c'est toujours quelque chose de pragmatique en réalité. Et il y a aussi une énorme crise économique en Égypte aujourd'hui qui touche l'ensemble de la population. Il y a plusieurs niveaux de ressources qui permettent à l'Égypte de fonctionner. Il y a notamment une des principales ressources, c'est ce qui provient du canal de Suez. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques problèmes en ce moment en mer Rouge qui impactent le canal de Suez. C'est moins 57% de ressources qui viennent du canal de Suez qui n'arrivent plus dans les caisses de l'État égyptien. Il y a la question du tourisme qui était un peu revenu après le Covid mais qui est retombé. Il y a la question de la guerre en Ukraine. Le premier ingrédient en Égypte, c'est le pain. C'était le premier importateur de farine pour faire du pain. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il y a aussi cette réalité-là qui est que voir arriver des centaines de milliers de personnes, c'est aussi une question économique, de manière très claire, parce que qui prend en charge ces personnes-là, qui fait en sorte qu'ils aient pas simplement des tentes et des petits draps, parce que nous on le voit à l'échelle de la France, on a aujourd'hui quelques centaines de Palestiniens et de Palestiniens qu'on a réussi avec les services du ministère à faire sortir des Franco-Palestiniens de la bande de Gaza, qui sont aujourd'hui dans des conditions absolument catastrophiques en France, qui ont des repas qui sont périmés, qui dorment dans des hôtels où il y a des cafards et des rats, qui sont traités de manière, mais alors que c'est des gens qu'on a sortis de zones de guerre, et qui sont accueillis comme des monicuriennes. Et en off, le ministère des Affaires étrangères passe des coups de fil à des associations pour dire ce que vous ne pouvez pas les prendre en charge, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui ça, la réalité. Donc, je crois que c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas céder sur la question de l'ouverture des frontières, même si c'est vrai qu'au final, on peut penser qu'en ouvrant la frontière, ça permettrait... Mais est-ce qu'Israël va s'arrêter avec l'ouverture de la frontière? Est-ce qu'Israël ne voudra pas reprendre le Sinaï? Toutes ces questions, elles sont posées derrière. Donc derrière, ça met aussi des questions géopolitiques importantes. Et comment on fait? Parce que c'est évidemment ce qui nous anime. Moi, je considère à penser que c'est la question du rapport de force, c'est celle-là qui fait gagner. Et c'est la question de la mobilisation des opinions et des peuples. C'est celle-là qui va faire bouger les lignes. C'est pour ça que c'est important de continuer à se mobiliser. Alors évidemment, on est tous déçus quand on fait des manifs, y compris nous à Paris, où on n'est pas 300 000, alors qu'on considère qu'on doit être 2 millions dans la rue au regard de l'urgence. Mais quand même, moi je constate que dans les discussions et les échanges qu'on a avec les gens, il y a le curseur qui bouge sur les gens qui ne voulaient rien entendre au début, qui disaient il faut tous les tuer parce que c'est des terroristes, à aujourd'hui, finalement, aller tuer des Palestiniens en Cisjordanie et arracher des oliviers, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc tout ça est en train de bouger, donc il faut continuer à se mobiliser. C'est difficile parce que le rapport de force, rarement il a été aussi inégal sur des questions. C'est-à-dire qu'on a un appareil médiatique contre nous, on a les dirigeants de l'ensemble des pays occidentaux, ce qu'on appelle le Nord global, je mets vraiment des gros guillemets, qui sont contre nous. Mais ce qui fait bouger les gouvernements, c'est les opinions des populations en vérité. Si demain le gouvernement français il sent véritablement que le vent tourne et que la majorité de la population française elle est vent debout et qu'elle exige des sanctions, ils vont prendre des décisions qui correspondront parce que les gens se sont mobilisés dans la rue. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc moi vraiment j'insiste là-dessus, il faut continuer à se mobiliser, il faut sensibiliser, il faut interpeller, il faut faire tout ce qui est dans notre moyen de faire. Nous on est que des parlementaires d'opposition, donc c'est vrai que même nous des fois on se dit, on est un peu démunis, on dit qu'est-ce qu'il faut faire, on part à Rafah, on fait des questions au gouvernement, ils nous répondent à côté, on diffuse des films, la présidente dit bon le film ne nous va pas, on l'interdit, mais on essaye d'utiliser tous les leviers, on essaye de se dépasser partout, on est invité pour essayer, de raconter, parce que la question du témoignage elle est quand même centrale, parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui malheureusement n'ont pas les yeux rivés sur ça et qui au regard des difficultés de leur vie quotidienne, de plein de facteurs différents, pour eux la Palestine c'est très loin, et finalement quand vous avez votre frigo qui n'est pas rempli, vous ne savez pas où dormir le soir, la question palestinienne c'est pas votre priorité, c'est une réalité. Donc tout ça est un travail aussi politique à faire, mais voilà, moi une des clés c'est celle de la mobilisation des peuples, des opinions, pour faire bouger les lignes. C'est pour ça qu'on se bat sur la question, par exemple, des livraisons d'armes, parce que c'est une question qui embête aujourd'hui le gouvernement français, et je crois que c'est une question de débat national, une question démocratique, de savoir si oui ou non notre gouvernement livre des armes défensives, c'est quoi le terme, non létales à l'État israélien. Je crois que c'est un débat d'intérêt national, et cette question-là, elle peut être poussée par beaucoup de gens qui sont pas forcément très au fait aujourd'hui des choses, mais qui considèrent que donner des armes à un gouvernement qui tue des enfants, c'est quand même une question politique qui mériterait d'avoir un débat national. Je pense qu'il nous faudrait encore 3 heures pour
pour parler de ce gouvernement et de son rapport à la laïcité, je vous renvoie à la conférence des évêques où Macron avait pris déjà la parole de manière plus que compliquée. Là, on a une fête religieuse qui se passe à l'Élysée. Donc voilà, c'est Macron. Voilà, il faudrait qu'on ait plus de temps pour en parler, mais il n'y a pas eu de débat spécifique à ça à l'Assemblée nationale suite à ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu plein d'autres choses, je pense, qui sont accumulées. Il y avait la réforme, enfin, il y avait la loi sur l'immigration, il y avait plein de choses, et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un tort, mais on n'a pas forcément rebondi là-dessus. Sur la question, par contre, de comment c'est perçu, moi je pense que c'est vraiment très important ce que tu dis. Moi je vois bien que les regards ils changent sur la situation. Il y a la télévision ne nous informe pas de ce qui se passe. Par contre, les réseaux sociaux sont très efficaces aujourd'hui pour voir ce qui se passe à Gaza, pour avoir des informations, pour avoir des vidéos. Il y a le compte de l'AFPS notamment qui fait énormément, qui communique beaucoup aussi, qui met aussi des prénoms et des noms sur des visages. Je pense que c'est important. Voilà. Je pense que c'est très important de pouvoir aussi nommer les personnes qui meurent aujourd'hui à Gaza par cette armée qui est soi-disant la plus morale du monde. Il y a dans des pays, il faut voir aussi au niveau international, les choses sont vraiment en train de changer et en train de bouger. J'ai évoqué tout à l'heure l'Espagne qui a totalement arrêté ses ventes d'armes. Ils ont augmenté leur financement à l'UNRWA. Je pense que si vous avez envie de vous donner du baume au cœur, il faut écouter les Irlandais qui sont extraordinaires sur cette question, que ce soit les parlementaires, que ce soit les sportifs, que ce soit vraiment, ils agissent énormément sur cette question-là. Le Japon, qu'on entend pourtant très peu habituellement sur les sujets internationaux, il y a de plus en plus de mobilisation au Japon sur la question palestinienne et sur la demande de cessez-le-feu immédiat et permanent. Donc voilà, c'est en train de bouger. Il y a un réseau de parlementaires européens qui s'est constitué il y a quelques jours. On est en train de l'agrandir en fait avec plusieurs pays européens. Thomas en fait partie, j'en fais partie. Donc voilà, on est plusieurs à en faire partie aujourd'hui parce qu'on voudrait aussi s'organiser à l'échelle de l'Europe pour traiter cette question finalement à la bonne hauteur, parce qu'on sent aussi qu'on a besoin que l'Europe prenne sa part sur la question de la reconnaissance de cet État de Palestine pour avancer sur toute question-là. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre espoir, même si moi quand je regarde les vidéos et les photos, je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On se sent vraiment... Enfin, moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je me sens totalement démunie vis-à-vis de la situation. Mais quand je vois aussi que les choses sont en train d'évoluer, je me dis quand même que c'est pas en vain. Et que si finalement, on a quand même eu 5 minutes de JT sur France 2, c'est que la pression, en fait, aussi de la masse, elle commence à y faire. Et juste aussi, il y a plusieurs résolutions qui ont été déposées. Donc, il y a notamment, je crois, il y a une pétition qui circule pour demander à la France d'arrêter les ventes d'armes au gouvernement d'extrême droite. Donc, je pense qu'il faut massivement partager, faire signer. Je crois que c'est Thomas qui l'apporte. Il y a d'autres travaux. On a parlé de la question des avocats, de l'aspect juridique. Il y a des avocats aujourd'hui qui travaillent à l'échelle internationale, notamment sur... déjà sur la reconnaissance du génocide, puisqu'ils ont déposé des requêtes à l'échelle internationale, mais aussi sur les soldats franco-israéliens qui sont aujourd'hui là-bas et qui commettent des actes et des crimes de guerre, qui se prennent en photo, qui se prennent en vidéo, qui assument totalement les actes qu'ils sont en train de commettre, soit cette avocate franco-israélienne qui s'est prise en photo devant la porte en disant « je bloque les aides humanitaires pour les Gazaouis », etc. Donc il y a aussi des avocats qui sont en train de monter des procédures contre toutes ces personnes. Il y a aussi des parlementaires, on a écrit des courriers sur le comportement de Meir Habib, notamment je pense à lui parce que c'est vraiment le plus problématique aujourd'hui. Moi je sais que j'ai saisi le procureur au titre de l'article 40 le concernant quand il a dit à la radio que les Palestiniens étaient un cancer et que les peuples savaient ce qu'ils avaient à faire, ce qui est une incitation à la haine. Donc j'ai saisi le procureur de la République là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs à le faire systématiquement. Il ne faut plus rien laisser passer. En réalité, c'est comme ça que la bataille, elle se mène. Il ne faut plus rien laisser passer. Le 2 poids 2 mesures, c'est aussi ça. C'est de considérer que finalement, il y a des personnes dont la mort est plus grave que d'autres. Alors que nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que chaque vie se vaut et qu'il n'y a pas de différence à avoir entre ces vies humaines. Donc je pense que ce combat doit se poursuivre. Puis il y a une résolution qui a été déposée pour que la France saisisse la Cour pénale internationale. Je pense que là aussi, c'est important. On a besoin aujourd'hui d'avoir des qualifications très précises. Parce que si on veut pouvoir délivrer des mandats d'arrêt contre Netanyahou et ses collègues, eh bien, il va falloir à un moment que la Cour pénale internationale aussi se saisisse de cette question. La France avait saisi la CPI pour la Russie. Eh bien, nous, on demande à ce qu'elle fasse pareil pour Israël aujourd'hui. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à écrire à vos parlementaires, parce que cette résolution, elle est sur la table aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut qu'elle soit à l'ordre du jour. Alors, nous, on a 2 sur 3 forcément ici. D'avoir été présents. Merci encore
aux écologistes de Lyon de nous avoir accueillis. Juste peut-être quelques mots sur nos prochaines mobilisations. Justement, il y a un film très important que l'on va projeter plusieurs fois dans Lyon, qui est le film Yala Gaza, on l'a un petit peu évoqué, Yala Gaza de Roland Nurier, alors qui a été filmé avant le 7 octobre, mais qui montre déjà cette société civile à Gaza et tout ce qu'elle peut vivre. Donc on le diffuse au cinéma de Toussy le 8 mars à 20h, non, 19h30. Il sera ensuite aussi à Clamecy le 5 avril, on en pour parler pour que ce soit aussi à Saint-Amand. Oui, à 20h, bientôt, à 20h à Clamecy. Et Saint-Amand fin avril. Fin avril, ok. Et il sera à Auxerre aussi, en présence du réalisateur. Donc pour les Auxerrois, vraiment venez. Ce sera le 16 mai à 19h45, en présence du réalisateur. Donc ça c'est très important. On a également demain, on organise une lecture à voix haute d'extraits du roman, du livre Apérogon de Colum McCann, qui se passe à Saint-en-Puisé à 16h. Et également un temps très important qui se déroulera à Sens le samedi 23 mars. C'est une formation Israël-Palestine, les clés pour comprendre, puisque souvent les gens nous disent « ah, c'est compliqué, on n'ose pas se positionner, on ne comprend pas un petit peu tout ce qui se passe ». Et bien du coup, on va, nous, militants de la FPS, dispenser une formation avec une approche historique, une approche vraiment avec des cartes, une approche totalement accessible à toutes et tous. Donc n'hésitez pas à participer à cette formation également. On vous laisse nous donner votre adresse mail pour vous tenir informés pour ceux qui ne l'ont pas. Et puis Yves, tu pourras faire passer le petit tract avec nos prochaines actions. Voilà, merci à tous.